Puisque la dernière capsule traitant partie de la négociation, on va parler aujourd'hui des moyens de pression quand il y a une impasse. La grève, c'est effectivement le moyen de pression ultime, puis est réglementé dans le Code du travail. Quand on négocie, il peut parfois être approprié d'utiliser des moyens de pression. Puis les moyens de pression légaux, ça va à la limite de notre imagination. Ils doivent être adaptés à la volonté des membres, à l'ampleur des demandes, à la résistance patronale aussi. Puis, l'état de la mobilisation des membres doit être tenu en compte dans la sélection des moyens de pression appropriés. Puis ça doit surtout être fait en fonction d'une certaine gradation de moyens. On ne commence pas directement avec la grève comme moyen de pression. Là. Ça peut en être un, mais comme j'ai dit tantôt, c'est sans doute le moyen de pression ultime. Il faut pas l'utiliser dès la première impasse. Il faut que ça soit fait de façon stratégique puis être utilisé aussi au bon moment. Comme notre syndicat est autonome, c'est aux membres de décider s'ils donnent le mandat ou pas d'un mandat de grève. Avant de passer à un vote de grève, qui est un vote secret, il faut réfléchir aux impacts financiers puis analyser notre budget parce que ça coûte cher une grève, là, puis on en ressort rarement gagnant en fait. La centrale, elle nous offre un certain montant d'allocation quand on est en grève, mais on parle d'une allocation de 200$ par semaine après 15 jours de grève. Puis après 7 semaines, ça passe à 225$ par semaine. Par rapport aux allocations de solidarité que je viens de parler, au congrès en 2019, il y a eu une décision qui a été prise pour que ces paiements-là soient faits par virement bancaire. Donc, si jamais on se rend là, sachez que la centrale, en fait, elle va avoir besoin de vos informations bancaires, puis que ces informations-là vont être détruites à la fin du conflit. Mais on ne souhaite pas se rendre là non plus. Le syndicat, il pourrait aussi décider en assemblée de faire un emprunt pour pouvoir bonifier ces montants-là en fonction de la caisse syndicale puis des besoins de chacun. Ou justement de faire un emprunt à la banque là, si c'est nécessaire. Donc, à l'approche des négociations qui s'annoncent corsées, c'est vraiment pas le temps de faire des emprunts, de s'acheter une maison, de changer d'auto. Si on tombe en grève, ça pourrait vraiment devenir très, très difficile pour vous financièrement. Donc, c'est un pensez-y bien là, quand on sait qu'on va tomber dans des négociations plus serrées. La grève, normalement, est utilisée pour démontrer à l'employeur la solidarité des membres vis-à-vis les demandes, puis l'appui aussi des membres au comité de négociation. Dans le cas du travail, autant la grève aussi que le lockout est reconnu. Le lockout, c'est quoi? C'est quoi la différence avec une grève? Bien, c'est quand c'est l'employeur qui décide, qui met les employés dehors, finalement, en lockout, qui les envoie sur le trottoir, puis que c'est pas les employés comme tels qui font la grève. On a vu ça récemment dans le cas des employés de garage au Saguenay. Je sais pas si vous vous en rappelez, on avait même fait un don pour les aider avec leurs dettes. Un don de 1000$, je crois, là, en 2015-2016, quelque chose comme ça, qui ont été en lockout, eux, pendant 34 mois. C'est vraiment longtemps, puis ça a des grosses répercussions, autant financières que sur la famille, personnelle, etc. Là, tu te retrouves 34 mois sans salaire, c'est pas facile. Puis, donc, c'est toujours un pensez-y bien aussi d'aller en grève. Là. Dans les dernières années, les cas de grève sont de plus en plus longues. Et en fait, il y a de moins en moins de grèves, puis il y a de plus en plus de lock-out. C'est ce qu'on voit là, dans les dernières années. C'est sûr que le conflit de 34 mois au Saguenay entre dans ces statistiques-là. Là. Donc, c'est sûr qu'un lock-out de 34 mois, ça fait augmenter beaucoup les statistiques. Puis,
le fait qu'il y ait de moins en moins de grèves aussi, ça peut possiblement s'expliquer par le fait que les travailleurs sont de plus en plus endettés, puis qu'ils ne peuvent pas prendre la grève comme moyen de pression nécessairement, là, parce que ça a vraiment des répercussions monétaires. Puis quand on sort en grève, on ne sait pas combien de temps ça va durer non plus. Au Québec, le Code du travail interdit l'utilisation des briseurs de grève. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas engager des nouvelles personnes pour faire le travail des syndiqués en grève. Il ne peut pas non plus utiliser un cadre qui aurait été embauché entre le début des négociations puis la fin de la grève. Il peut utiliser ces autres cadres par contre. Il peut pas faire de sous-traitance non plus, c'est-à-dire engager du monde par exemple pour faire le travail sur les lieux de travail. Il y a certains milieux aussi qui doivent maintenir des services essentiels, comme dans les services publics, par exemple, ou quand il y a un décret. Ben là, les salariés en grève pourraient devoir fournir une prestation de travail pour services essentiels. L'employeur peut, par contre, quand il y a une grève, faire le travail par des cadres, comme je disais tantôt, sauf ceux engagés entre le début des négos et la fin de la grève, ou encore utiliser des bénévoles parce qu'ils ne sont pas des salariés. Donc, ils pourraient passer outre ça, outre les salariés, puis faire franchir la ligne de piquetage à des bénévoles. Supposons qu'il y a l'employeur enfreignait ces articles-là, comme salarié en grève, on a des recours. Mais il faut quand même prouver notre point avec des preuves photos, vidéos ou peu importe, qu'il y aurait des salariés qui passeraient la ligne de piquetage pour aller faire notre travail finalement au niveau de l'employeur. C'est ce que le Code du travail couvre au niveau des grèves et des lock-outs. Je ne vous ai pas parlé beaucoup du lock-out, mais sachez que si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous poser justement des commentaires ou des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule où on va vous parler un petit peu plus des paramètres de la convention collective qui doivent être respectés par le Code du travail. À bientôt!